Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je suis très heureux d'ouvrir le CRU 2014 de notre colloque COFAS Risque Pays. Heureux parce que c'est chaque année, pour nous, collaborateurs de COFAS, un moment privilégié, celui où nous partageons avec vous tous, dirigeants d'entreprise, qui apparemment êtes venus si nombreux aujourd'hui et nous en sommes fiers, notre vision d'assureur crédit sur l'économie mondiale. Et celui également où nous tous, nous allons profiter de l'expertise de toutes ces éminentes personnalités issues d'horizons divers, analystes politiques, chefs d'entreprise, hauts fonctionnaires, économistes, universitaires, écrivains, qui nous ont fait l'amitié de venir d'Europe et d'autres continents. Alors, moment privilégié, certes, mais je l'espère, rendez-vous utile, d'autant plus que les risques pays, qui constituent une spécialité de COFAS, dont nous allons parler, évoluent de plus en plus rapidement. Ce qui rend d'ailleurs l'exercice de prévision d'autant plus complexe pour les acteurs internationaux que nous sommes, vous et nous. Pour nous en donner une illustration, il suffit de se tourner vers l'année dernière, vers ce que nous disions en janvier 2013. Rappelez-vous, les maîtres mots de notre colloque étaient récession en zone euro, fragilité du système bancaire, fiscal cliff américain, mais seule petite lueur positive, résistance des émergents grâce à leur demande intérieure, notamment grâce au dynamisme de consommation des classes moyennes. Un an est passé et que voyons-nous? Un tout autre tableau, presque inversé en l'espace de 12 mois, qui sera à conforter pendant les discussions à venir. L'Europe sort de la récession, le Japon reste soutenu par la potion de M. Abe, les États-Unis confirment leur redressement, et quant aux émergents, c'est presque l'inverse. Ils connaissent pour beaucoup d'entre eux des difficultés structurelles qui bloquent notamment leurs investissements, et ils ne devront, selon nous, le maintien de leur croissance qu'au rebond de leurs principaux partenaires, notamment occidentaux. Donc un tout autre tableau, en tout cas celui, comme cela a été dit par Raphaël, celui du constat d'une reprise annoncée. C'est d'ailleurs le maître mot de notre colloque, ce qui lui donne un aspect plus positif que le précédent, mais qui nous a amené à le structurer autour de la question suivante. Cette reprise mondiale que nous sentons poindre, qu'est-ce qui est susceptible de la soutenir, de la confirmer, ou au contraire de la mettre en péril? Et cette question, le monde étant complexe, nous l'avons déclinée autour de 4 zones géographiques ou catégories de pays qui relèvent chacune d'une problématique particulière. Ce que je vous propose, c'est très rapidement de les passer en revue pour que l'on puisse avancer sur ce qui constitue la structuration de notre colloque. Alors les pays avancés, tout d'abord, à travers la question de leur potentiel de croissance. Là aussi, quand on parle de pays avancés, on se réfère à une réalité qui est loin d'être homogène. Vous avez des pays qui, dans le passé, ont mené des réformes importantes, en Europe du Nord, notamment en Allemagne, aux États-Unis, et ils vont connaître en 2014 une croissance forte, fruit de ces efforts du passé. En revanche, en Europe du Sud, dans lequel j'inclurais malheureusement la France, on s'attend à une reprise molle. Et donc la question qui sera notamment débattue dans la table ronde est la suivante. Comment peut-on s'inspirer, et dans quelle mesure, des expériences de ces pays qui ont ouvert la voie et ont su très sagement anticiper le prochain bas de cycle? Quelles sont les réformes nécessaires à même d'assurer une croissance à la fois stable et forte? Comment revitaliser ce qui manque dramatiquement d'ailleurs dans le profil de reprise de l'Europe du Sud, c'est-à-dire l'investissement des entreprises? Faut-il en passer par la baisse des coûts dont on parle régulièrement, une réforme du marché du travail, une refonte de la fiscalité? Bref, la reprise que l'on voit en Europe est une bonne nouvelle, mais comment la rendre à la fois vigoureuse et pérenne? Ensuite, une deuxième zone qui nous a semblé intéressante, c'est l'Afrique. Alors, les entreprises africaines, c'est maintenant, avons-nous titré de façon un peu provocante ou ambiguë, c'est selon. Quoi qu'il en soit, que voulions-nous dire à travers cette phrase? C'est la chose suivante.
de nombreux pays d'Afrique, notamment subsaharienne, ont montré ces dernières années et encore aujourd'hui une croissance dynamique, stable, et en même temps un renforcement de leur situation financière. Et Yves aura l'occasion de le montrer. Mais derrière ces brillantes performances macroéconomiques, où en est la microéconomie? Nous nous intéressons aux entreprises, vous êtes des entrepreneurs pour la plupart. Qu'en est-il du sous-jacent de ces économies africaines? Quels sont les secteurs qui portent l'activité, au-delà des matières premières qui sont en permanence citées, mais qui font, dans bien des cas, plutôt figure de malédiction pour certains de ces pays? Et quelle est la nature du capitalisme que l'on voit se développer en Afrique? Ensuite, une troisième catégorie de pays que nous nous proposons d'examiner avec vous, les nouveaux BRICS, si je peux me permettre d'utiliser ce barbarisme. Bon, les BRICS, nous savons tous qui ils sont, où elles sont, mais il existe de nombreux pays émergents, hors continent africain, qui affichent des performances remarquables en matière de croissance. Je pense à l'Indonésie, aux Philippines, au Pérou, à la Colombie, j'en passe. Ce sont des pays qui intéressent de plus en plus les entreprises à la recherche, vos entreprises à la recherche de nouveaux débouchés. Mais la question qui se pose à ce moment-là, c'est quid de cette deuxième génération? Ne fait-elle que rattraper les BRICS actuels? Et dans ce cas, ces pays ne risquent-ils pas de faire face aux mêmes problèmes structurels dont on aura l'occasion de reparler aujourd'hui, que les conjonctures décevantes aujourd'hui de la Russie, de l'Inde ou du Brésil illustrent? Enfin, dernière zone sous revue, le Moyen-Orient. Nous avons été, je pense, relativement téméraires en proposant ce thème de la stabilité dans cette zone. En effet, des pays sont toujours soit dans des situations très incertaines au plan économique, social, politique, comme l'Égypte, soit en pleine guerre civile tragique, comme la Syrie. D'autres, en revanche, je pourrais citer l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Algérie, la Jordanie, le Maroc, semblent avoir évité à ce jour instabilité et rupture, d'où les questions suivantes qui se déclinent selon ces deux catégories. Quelles sont les trajectoires de restabilisation politique pour ces pays qui connaissent des temps douloureux et de graves secousses? Et pour les autres pays, ceux qui n'ont pas connu de révolution à ce jour, peut-on envisager une stabilité durable? Cette question d'ailleurs des tensions politiques et sociales va au-delà du Moyen-Orient. Nous avions parlé l'année dernière, vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient parmi nous, des classes moyennes et de la dynamique qu'elles créaient dans les pays où elles se situaient, les pays émergents, sur le plan économique. Ça, c'était la partie positive de la chose. Mais ces classes moyennes, et on l'a vu l'année dernière, sont également facteurs de tensions sociales et politiques. Elles demandent plus et mieux. Et cela va devenir un enjeu cette année, d'autant plus que des échéances électorales majeures vont avoir lieu, notamment au Brésil, en Indonésie, en Inde et en Turquie. Donc ces révoltes et ces blocages potentiels dans les pays émergents sont un sujet sur lequel nous aurons le plaisir d'écouter M. Éric Orsena, qui ouvrira la séance de cet après-midi. Bref, vous le voyez, ce colloque a un programme riche, varié, mais dans une année pleine de promesses pour la croissance, il se veut également plus optimiste, comme je le disais, plus ouvert sur les voies de sortie de crise et les apaisements, et il veut se focaliser davantage sur ces pays et ces régions qui montrent des performances favorables. Nous en avons tous, en tant que dirigeants, chefs d'entreprise, besoin pour développer notre activité. Et donc nous avons voulu faire le programme d'un colloque autant d'opportunités que de risques. Alors permettez-moi un dernier mot pour conclure. S'agissant d'opportunités et de croissance, rien ne se fera sans l'action des banques centrales. Celles-ci, qu'il s'agisse de la Banque centrale européenne, de la Fed, de la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, ont été hier des acteurs stratégiques de la reprise dans les pays avancés. Et il faut même noter combien ces dernières années, elles ont été amenées à évoluer pour gérer au mieux une crise d'une ampleur historique et soutenir la croissance mondiale. Mais qu'en sera-t-il demain? Quels sont les moyens à leur disposition? Quels sont les moyens qu'elles comptent utiliser? Comment inscriront-elles leur action dans le contexte économique
Pour nous éclairer sur cette importante question, je vais avoir l'honneur d'accueillir Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne et gouverneur honoraire de la Banque de France, sans vous avoir souhaité auparavant un très bon colloque 2014. Merci de votre attention. Monsieur le Président, Jean-Claude.